Salut Pierre-Nicolas, salut Frédéric, bienvenue dans les coulisses du Web3. Petite innovation, c'est la première fois que je reçois deux invités en même temps, donc très cool de vous avoir. Vous êtes tous les deux cofondateurs d'Ariani. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez à chacun à votre tour vous présenter rapidement et dire ce que vous avez fait avant Ariani? Vas-y, je t'en prie. Salut Gary, bonjour à tous et merci de nous accueillir. Donc je suis Pierre-Nicolas, je suis CEO et cofondateur d'Ariani. Je dis souvent que je suis tombé dans le Web3 en trébuchant sur Fred qui s'était mis sur ma route. On s'est rencontrés à New York tous les deux en 2012. Moi je dirigeais à l'époque la filiale d'une boîte française qui organisait des événements dans la mode. Et puis, au fur et à mesure de nos discussions et de l'émergence de l'idée d'Ariani, eh bien, on a décidé de s'associer et de lancer ce projet très tôt, 2018. D'abord depuis les États-Unis, et puis on est ensuite rentré en France pour accélérer le démarrage. Ouais, bonjour Gary, merci beaucoup de nous avoir aujourd'hui et de nous avoir en plus à deux. On prend un peu de place aujourd'hui. Donc moi, Frédéric Montagnon, je suis ingénieur et ça fait 23 ans maintenant que je suis entrepreneur. J'ai monté des projets dans le hardware, dans les médias, dans la publicité. Et puis depuis une dizaine d'années, même plus que ça maintenant, je m'intéresse au système décentralisé pour des raisons qu'on va évoquer, j'imagine, pendant ce podcast. Le fait de monter Ariani, ça vient de l'idée d'accompagner cette vague que j'espère être un succès, une vague de projets et d'idéologie qui consiste à décentraliser une partie de l'Internet, en tout cas les fondements de l'Internet, les couches les plus basses, pour passer d'un monde qui est un monde fait de plateforme à un monde qui soit un petit peu plus respectueux des utilisateurs et dont la gouvernance et le fonctionnement soient beaucoup plus décidés par les utilisateurs que par un tout petit nombre de plateformes. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez rapidement expliquer ce que fait Ariani? On reviendra en détail dessus. J'ai l'impression que Ariani, finalement, c'est plusieurs choses. Ariani, c'est une seule chose et c'est écrit dans le nom. C'est le nom du projet fait référence au fil d'Ariane dans l'histoire et dans la mythologie grecque. En gros, pour faire très simple, nous, ce qu'on pense, c'est que les assets digitaux non fongibles, donc ces petits bouts de data ou de valeur qu'on peut distribuer à un utilisateur, sont le fondement, la fondation du lien numérique dans cet Internet désintermédié. C'est-à-dire qu'on croit que pour garder le lien entre une marque et un utilisateur demain, et on commence à le voir aujourd'hui, au lieu de collecter de la data ou d'amener les utilisateurs à donner leur data à un acteur tiers, eh bien, on va distribuer un petit bout de données. Ce petit bout de données va être le passeport digital d'un produit qui va remplacer son certificat papier. Ça va être une carte de membre nativement interopérable. Ça va être peut-être un collectible numérique. Et on croit au futur de l'engagement client et du marketing digital avec ce nouveau moyen. Et donc, Ariani, c'est ça. Et on se le rappelle à chaque fois qu'on dit le nom. C'est l'idée de connecter finalement des marques, des projets avec leurs utilisateurs de façon respectueuse, c'est-à-dire avec le contrôle qui est dans la main de l'utilisateur puisque c'est lui qui détient cette donnée. Et pour faire ça, eh bien, on a développé une technologie avancée autour du standard de NFT qu'on applique à des cas d'usage qu'on aime appeler en anglais real world use cases, c'est-à-dire des cas d'usage qui répondent à des vraies problématiques pour les utilisateurs et pour les marques aujourd'hui. Ok, excellent. On reviendra en détail peut-être sur justement comment vous arrivez Je crois que Fred veut rajouter quelque chose. Vas-y Fred. Oui, parce que comme on est deux et qu'on prend de la place, il va falloir me laisser de la place. Juste si on veut faire un petit pas en arrière, là on est effectivement sur des sujets qui sont l'application, le produit. Si on fait un petit pas en arrière et qu'on se dit que la motivation d'avoir monté Ariani, et ce qui est le cas, c'est de participer encore une fois à cette idée d'un Internet plus respectueux, plus distribué.
et j'aime bien dire distribué ou désintermédié plus que décentralisé, parce que je pense que c'est plus parlant. Si on part de ce principe-là, il y a deux grandes façons de le faire, d'accompagner ce mouvement. Soit on construit des produits pour des utilisateurs finaux, et on refait un WhatsApp, on refait un YouTube, on refait, tu vois, tout un tas de produits qu'on peut reconstruire avec des technologies qui sont plus distribuées, des intermédiables. Ça, c'est une façon de faire. Et il y a plein de projets qui sont en train de s'occuper de cette partie-là. Ce qui est très bien. Il faut évidemment que ces produits existent. Moi, je pense que malheureusement, les utilisateurs ne sont pas suffisamment intéressés par et pas suffisamment en capacité de pouvoir comprendre les mauvais côtés des plateformes pour avoir envie de changer d'univers et de se dire je ne vais plus utiliser WhatsApp, je ne vais plus utiliser Facebook et je vais aller utiliser Lens Protocol ou XMTP dans des versions qui sont évidemment d'un point de vue fonctionnel beaucoup plus compliquées d'accès, dont les expériences utilisateurs sont moins raffinées aujourd'hui. Donc, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'incentive à aller vers des produits comme ça. Donc heureusement, il y a des gens qui acceptent ce gap de fonctionnalité et de qualité d'usage pour le simple fait d'aller vers des technologies qui sont plus décentralisées. Mais la plupart des gens ne vont pas le faire. En particulier, ma mère, certainement, n'utilisera pas XMTP à la place de WhatsApp demain. Et donc, il y a une autre piste qui est possible, c'est de se dire, plutôt que d'aller essayer de convaincre directement les utilisateurs finaux, on peut essayer de s'intéresser à la manière dont les plateformes aujourd'hui font de l'argent et donc de s'intéresser au business model de l'Internet. Le business model de l'Internet je ne sais pas quel pourcentage il faut donner, mais 90, 95, 98%, je ne sais pas, consiste à vendre de l'accès à des marques pour se rapprocher de consommateurs. C'est le modèle d'Alphabet, c'est le modèle de Meta. C'est le modèle de l'Internet. Et nous, on pense que c'est bien aussi, et c'est le chemin qu'on a pris, d'aller s'intéresser à cette voie-là. Parce que si vraiment on veut mettre de la technologie distribuée dans les mains d'utilisateurs finaux, c'est probablement le vrai passage à l'échelle. Il est probablement plus vrai à aller s'intéresser à des entreprises et à essayer de changer leur façon de fonctionner et de faire en sorte qu'elles aient moins envie d'aller dépenser du budget sur des grosses plateformes et de basculer ce budget sur des technologies qui leur donnent plus de souveraineté numérique. On pense que c'est cette voie-là qui permettra le passage à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on est parti très tôt d'ailleurs, peut-être un peu trop tôt, dans cette direction, en se disant les communautés crypto, elles vont pas être capables finalement de convaincre le monde entier. Et le monde entier sera certainement plus intéressé à utiliser des technologies décentralisées si on leur prépare le chemin. Et en l'occurrence, on pense que ce sont les marques, parce que c'est elles qui sont les sources de revenus des grosses plateformes aujourd'hui. On pense que c'est les marques qui ont à la fois cette capacité, mais surtout cette opportunité. Et c'est bien ce qu'on essaye d'expliquer au quotidien sur le marché, c'est que c'est une opportunité pour tout le monde, sauf pour les plateformes, évidemment. C'est une opportunité pour les utilisateurs, c'est une opportunité pour les marques. Et pour compléter ce que tu disais, Frédéric, c'est vrai que tu parlais de XMTP. Donc XMTP, c'est un protocole qui permet, c'est un protocole pour envoyer des messages de wallet à wallet. Et tu parlais également de Lens Protocol qui a été créé, je crois, par AAV, qui permet aussi, c'est une infrastructure pour après créer des réseaux sociaux comme Lenster, par exemple, qui est un peu un copycat de Twitter, mais version, on va dire, décentralisée actuellement. Et je rejoins complètement cette vision. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde des XMTP, Lenster, genre d'outils, c'est vraiment des Web3 natifs, vraiment des gens qui ont vraiment une appétence avec le Web3 qui vont l'utiliser parce que l'expérience aussi utilisateur n'est pas forcément simple aujourd'hui. Il faut créer un wallet, mais aussi parce qu'il n'y a pas forcément d'incentive, comme vous le disiez tous les deux, à passer je sais pas, dans Facebook, Twitter, à ce type de réseaux sociaux, par exemple. Et c'est intéressant pour aller continuer dans votre explication. C'est quoi aujourd'hui, par exemple, des use cases que vous avez arrivé à solver avec Ariani, par exemple? Si tu veux, si on se place, si on se projette un petit peu dans ce monde des intermédiaires, l'idée de base, c'est l'utilisateur contrôle ses données. Les données digitales, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est nos données? Évidemment, il y a nos données personnelles, notre email, etc. Mais ce qui compte le plus, ce qui définit ce qu'on est,
c'est notre réseau et nos intérêts. C'est grâce à ça qu'on fait du ciblage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les plateformes sont performantes pour cibler? C'est qu'elles sont capables de comprendre quels sont les intérêts et les connexions d'une personne, et donc elles sont en mesure de faire ce qu'on appelle des look-alike et d'aller chercher des personnes similaires pour leur proposer d'acheter des produits ou des services. Dans ces deux éléments, qui et quoi, finalement, le réseau et les préférences, un outil comme Lens, c'est le réseau, c'est-à-dire dans mon wallet, j'ai mes followers et les gens que je suis. Nous, on va travailler sur ce que sont mes préférences, finalement ce que je possède, les memberships auxquels je participe. Et donc, c'est deux cas d'usage vraiment très forts sur lesquels on travaille. Le premier, c'est de transformer une preuve d'achat en un token, de le déposer dans le wallet de l'utilisateur et de permettre à l'utilisateur d'avoir plus de valeur autour de cet achat, pouvoir réparer, pouvoir être incentivé à recycler, pouvoir activer des services, pouvoir évidemment revendre si l'objet peut rentrer dans cette case-là. Mais aussi, ça veut dire se construire une sorte d'armoire digitale dans lequel on conserve les choses durables qu'on achète et pouvoir autour de ça, finalement, définir ses préférences et choisir ensuite si on veut montrer ça à quelqu'un ou si on ne veut pas le montrer. Donc ça, c'est notre use case numéro 1. C'est ce qu'on appelle le DPP, le Digital Product Passport. Pourquoi on l'appelle le DPP? Il y a eu énormément d'évolutions dans le naming de cet outil. Et aujourd'hui, il y a une régulation qui est en train d'émerger au niveau européen qui va imposer le Digital Product Passport pour toute l'industrie textile et d'abord pour les produits avec des batteries. Donc, on s'aligne maintenant sur ce vocabulaire. Donc, ça, c'est notre use case numéro 1. Le use case numéro 2, c'est de distribuer un asset digital qui soit une preuve de participation à un programme, à un club, à une marque de manière générale. Et donc, cette distribution, ça peut être une carte de membre ou plusieurs preuves de participation ou d'engagement qui vont être collectés dans le wallet et qui vont créer comme ça un profil à l'utilisateur contrôlé par lui-même qu'il peut utiliser auprès de la marque ou auprès de tiers de façon simple et nativement interopérable. Et donc, si on se projette encore une fois, demain, on se dit, finalement, le wallet, c'est notre digital backpack, c'est notre sac à dos numérique, c'est là-dedans qu'on stocke tout ce dont on a besoin pour un parcours client qui est aujourd'hui à 80% numérique. On est 80% de notre temps derrière des écrans. La plupart des services qu'on utilise sont digitaux. Demain, je me balade dans la vie digitale comme je me balade dans la vie physique avec un sac à dos dans lequel je contrôle ce que je mets dedans, je choisis ce que je montre ou pas, j'ai ce dont j'ai besoin pour interagir avec les services du monde physique. Dans le monde numérique, plutôt que de sous-traiter ça à une grande plateforme, je vais en reprendre le contrôle. Je vais avoir mon sac à dos digital qui est mon wallet. Dedans, j'ai mes followers, mes cartes de membre, mon diplôme, mes preuves d'achat, demain mon permis de conduire. Et puis, je vais utiliser ce sac à dos numérique pour me connecter à différents services et à la fois avoir une expérience sans couture, ce qui est assez paradoxal par rapport à aujourd'hui où on se dit c'est très difficile à utiliser. Mais en fait, en réalité, demain, si j'ai toutes mes preuves à portée de main et que très facilement, je peux les activer pour faciliter l'utilisation d'un service, ça sera beaucoup de simplification. Mais j'ai aussi ce choix, en fait, de montrer, de ne pas montrer, et le contrôle permanent, finalement, la garantie que ce qu'il y a dans ce sac à dos, c'est pas leveragé pour que ce soit contre mon gré ou pour faire du business sur mon dos. C'est le cas de le dire. Et pour revenir sur ce Digital Product Passport, est-ce que vous avez un use case peut-être? Je crois qu'il y avait par exemple des marques d'horlogerie comme Panerai, Breitling. Peut-être qu'est-ce que vous expliquez un peu comment ça fonctionne? Et d'ailleurs, c'est intéressant, comment ça s'est passé pour travailler avec ces marques-là? Est-ce que c'est elles qui sont venues vers vous pour dire, voilà, on a ce problème-là aujourd'hui? Parce que quand un acheteur, un propriétaire de montre vend sa montre, après derrière, on ne sait pas trop qui est l'acheteur et donc il y a un problème de certificat parce que le certificat peut se perdre, ou c'est une solution que vous leur avez soumise et ils ont dit, ah tiens, c'est une bonne idée.
Non, là, on est complètement en liste d'attente. Il y a 120 marques qui attendent pour travailler avec nous. On peut pas toutes les prendre. Non, je plaisante. Évidemment que c'est nous qui allons leur expliquer. On est dans un truc hyper à l'avance. On promeut une technologie hyper innovante. Évidemment que on fait ce travail d'aller les voir, de les convaincre. On trouve des champions qui sont des gens qui supportent fortement ce qu'on fait à l'intérieur des groupes, qui se battent parce qu'ils croient dans ce que peut apporter cette technologie. Donc, évidemment, ça nécessite énormément d'évangélisation, de conviction, et puis des gens qui croient fortement en nous. Ça, c'est la première chose, pour être bien clair. C'est vraiment à nous de faire le travail. Ensuite, comment ça fonctionne? C'est très simple. Au moment de l'achat, on va distribuer à l'utilisateur le passeport digital. Alors, qu'est-ce que c'est ce passeport digital? C'est construit, c'est un ERC 721, donc un NFT amélioré des fonctionnalités uniques du protocole open source Ariani, c'est-à-dire finalement une série de smart contracts qui viennent au-dessus du standard, rajouter toutes les fonctionnalités qui sont pertinentes dans ce cas d'usage. Et donc, quand j'achète, je récupère ce NFT. Et là, pour le récupérer, les marques vont proposer différents parcours. Il y a un parcours très simple qui est le fait de mettre à disposition un wallet dans le compte client, un peu comme Dotswoosh, Nike ou Reddit. Je me connecte et puis il y a finalement une adresse de wallet qui m'est allouée dans mon compte client. C'est vraiment une très bonne façon de faire parce que ça permet d'onboarder très facilement avec des taux d'adoption très élevés, des centaines de milliers de personnes, et donc de leur permettre de commencer à profiter des avantages sans avoir encore pris le contrôle de cette adresse. Et puis, il y a d'autres façons. Il y a certaines marques qui proposent de récupérer une adresse de wallet générée dans un wallet non custodial, dans une app ou autre. Et donc, nous, on va mettre à disposition de la marque la capacité de création de ce passeport digital en utilisant les standards de l'ERC 721 et les fonctionnalités avancées du protocole Ariani. Et puis, on va leur mettre à disposition des outils pour que leur utilisateur puisse récupérer cela sans couture, très simplement. Et comment ça se passe au niveau des marques? Par exemple, si je prends Breitling, qui revend soit ses marques directement via ses boutiques ou via des revendeurs, est-ce qu'ils ont briefé un peu leurs équipes ou c'est un peu à l'utilisateur sur le site de Breitling de se dire « Ah tiens, je peux faire il y a cette option-là et donc je vais l'activer » Dans un monde idéal, évidemment, ils ont briefé leurs équipes. Maintenant, tout ça, c'est de la transformation aussi en interne. Donc, les équipes digitales qui portent ces projets-là, elles se battent pour les imposer, mais elles ont face à elles des grandes organisations avec pas forcément de lien hiérarchique vers les gens qui gèrent le retail. Donc, évidemment, c'est un énorme point de travail. Comment est-ce qu'on arrive à ce que ce soit encore plus simple, encore mieux expliqué pour que chaque utilisateur ait accès à la technologie? Et là-dessus, je pense que la mission qu'on a, encore une fois, si tu prends un petit peu de hauteur, la mission qu'on se fixe et l'entrée en discussion avec les marques, ça se fait généralement pas sur des petits cas d'usage qui sont plus des moyens qu'autre chose, mais ça se fait dans une idée qu'on va aider les marques à se transformer, à réaliser une transformation numérique vers un monde dans lequel elles sont beaucoup plus en maîtrise de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles sont dans un univers digital. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu là sur les quelques dernières années un basculement, en tout cas la fin d'un basculement vers un monde dans lequel on communique et on accède à de l'information de manière majoritaire au travers d'écrans, au travers de systèmes d'information numériques. Et ça, faut vraiment se rendre compte que même maintenant, nos parents, peut-être pas les tiens avaient déjà basculé, mais en tout cas les miens, tu vois, qui sont qui font partie de la génération Silver. Maintenant, ils utilisent le digital presque autant que nous pour s'informer, pour communiquer. Tout est dématérialisé. Mais dans un monde dématérialisé, les marques, en fait, elles sont jusqu'à présent, elles étaient en périphérie de plateformes. Elles ont besoin de payer systématiquement pour pouvoir accéder à leurs clients d'une manière ou d'une autre. Elles ne sont pas propriétaires de grand-chose sur le web. Et le mouvement Web3 et ce qu'on propose, quelque part, c'est aussi de pouvoir prendre une place et d'être un composant natif de l'Internet au même titre que les utilisateurs, que d'autres plateformes. Donc, quand
la motivation finalement pour rentrer dans ce monde-là et faire l'effort de comprendre ce que ça veut dire, comment ça s'implémente et de trouver des cas d'usage court terme pour pouvoir le faire, c'est motivé par l'idée que en sortie de ça, à moyen et long terme, mais en fait, les marques, elles ont repris une vraie présence et une vraie identité dans le monde numérique qu'elles ont perdu. Mais ce qui est le cas aussi de nous à titre individuel, on a perdu parce qu'aujourd'hui, on est juste des comptes d'accès à des plateformes. C'est hyper important parce que si on regarde aujourd'hui la valorisation d'Alphabet, de Meta, versus la valorisation du premier et deuxième plus gros annonceur au monde, c'est-à-dire leur numéro 1 et numéro 2, client numéro 1 et numéro 2, on parle elles n'ont rien à voir. C'est-à-dire que celles des grands annonceurs sont beaucoup plus faibles. Donc finalement, on a créé finalement un monde dans lequel il y a non seulement de l'intermédiation, mais une énorme fuite de valeur. Et cette technologie, elle permet, et c'est ça qu'il faut, c'est ce concept, je vais rephraser quelques éléments que donnait Fred juste à l'instant, mais à partir du moment où les marques se mettent à construire une sorte de real estate, de présence dans ce monde digital à travers des assets qu'elles émettent elles-mêmes, qu'elles distribuent dans les wallets de leurs clients, elles créent un basculement d'infrastructure du contrôle de la data et du futur de leur marketing digital qui est majeur. Et donc l'impact que ça a, c'est qu'en effet, nous, on peut pas discuter. C'est-à-dire, les gens, ils choisissent pas Ariani pour faire un POC autour d'un petit drop. Pour les discussions qu'on a avec les marques, c'est pour ça qu'elles prennent du temps aussi. Elles sont toujours au niveau stratégique. Quel est l'impact que va avoir le zéro party data sur elles? Qu'est-ce que ça veut dire que basculer dans une nouvelle infrastructure de relations clients numériques? Et quand elles ont compris ça, et quand elles supportent ces idées-là, c'est là qu'on s'inscrit dans des projets de très grande ampleur dans la durée. Et d'ailleurs, pour revenir sur le deuxième use case, qui est vraiment cette idée on parlait de carte de membre, de club, de communauté. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, au niveau des marques, c'est un enjeu majeur de redynamiser, enfin de supporter cette idée de communauté et vraiment de mettre l'accent dessus Oui, bien sûr. Donc il y a ces deux mots-clés un peu, community and loyalty, qui reviennent énormément. On voit bien que aujourd'hui, la communauté d'une marque, elle est peut-être sur Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 3% de organic reach. Donc c'est-à-dire que on a construit une communauté à qui on peut plus parler sans payer. Donc c'est quand même un peu paradoxal. Pourtant, elle existe, elle est là. C'est aussi une communauté dans laquelle le modèle d'engagement et de mesure de l'engagement est extrêmement basique. La gratification immédiate, le like. Les commentaires sont généralement là pour dénoter d'un engagement négatif. Donc, on a quelque chose de très, très simple pour l'engagement positif, c'est le like. Et puis, on a les commentaires pour déverser les critiques. Tout ça en étant obligé de payer pour faire passer le message. Donc, c'est quand même assez dysfonctionnel. Donc, l'idée qu'on va pouvoir s'adresser à des gens en fonction de leur participation dans un mouvement, dans un projet, et grâce au fait qu'ils détiennent un petit bout de data qui correspond à ça, c'est extrêmement intéressant. Ceci dit, ça se heurte aussi à un certain nombre de complexités. Les endroits où on peut discuter avec des token holders aujourd'hui, ils sont pas non plus hyper friendly, ils sont même risqués pour l'utilisateur. Donc, bon, il y a encore du boulot là-dessus. Quant à la question de la loyalty, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un manque d'efficacité des programmes de loyalty, une désertion des utilisateurs, une multiplication de ces programmes, une absence de clarté sur la valeur qu'ils apportent. Et là, on voit l'impact que pourrait avoir le Web3. Cependant, on se heurte aussi au fait que aujourd'hui, le parcours client, en fait, la complexité du parcours client ne permet pas tout de suite d'accéder aux bénéfices promis. Et donc, on est toujours dans ce petit tiraillement entre « Ah oui, ça va être formidable quand ma carte de membership, elle est nativement numérique, je la contrôle. Finalement, je peux l'utiliser dans plein d'endroits, même chez d'autres que celui qui me l'a donné, et ça me donne des avantages. » Mais là, se posent des questions de comment je fais ça, comment je me connecte, quel est le système de contribution à l'intérieur du réseau des participants. Donc, tout ça, ça pose énormément de questions.
Si je peux me permettre, je vole encore le micro. C'est le moment où je pense qu'il faut parler de la problématique de l'alignement d'intérêts. Le web tel qu'il est construit aujourd'hui, donc un web de plateforme, l'intérêt des plateformes, c'est de faire en sorte que les utilisateurs ne puissent pas être en contact avec des marques si elles ne payent pas. C'est vraiment ça, l'incentive, parce que le revenu vient de là. Donc tout est construit pour que le contenu des marques soit pas exposé ou mis au second plan, faire en sorte de faire remonter des contenus qui sont très engageants, alors avec tous les travers que ça implique aussi, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que des contenus qui permettent de s'indigner auront plus de valeur d'engagement que des contenus positifs. Enfin, il y a tout un tas de... Au final, l'Internet tel qu'il est construit aujourd'hui, il n'est pas construit pour les utilisateurs. Il n'est pas construit pour les utilisateurs finaux, parce que sinon, on aurait peut-être envie de diffuser un petit peu plus de contenu positif que de contenu négatif. Il n'est pas construit par les marques qui payent, pour les marques qui payent, si ce n'est pour leur apporter un service payant. Et la bascule vers un monde des intermédiaires, plus des intermédiaires, ça consiste aussi à penser un système qui soit dessiné par et pour ses utilisateurs. Ce qui est une rupture fondamentale. Hein, et je pense que ça, c'est... on parle beaucoup de Web 3 en faisant référence, quand on est dans un univers de marque, à des NFT, du marketing, etc. Là, on n'est vraiment pas sur cette couche-là, hein, dans cette partie-là de la discussion. C'est vraiment comment repenser des systèmes d'information pour faire en sorte que le besoin de l'utilisateur, l'individu et la marque, de typologie d'utilisateur, soient vraiment alignés dans un même système, faire en sorte qu'on sorte de là. Et je pense que ça dépasse largement d'ailleurs le cadre juste de la relation des marques et des utilisateurs. C'est que en faisant ça, on peut rendre l'Internet, encore une fois, plus respectueux évidemment des données personnelles, mais surtout beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Parce que là, on voit bien que dans une recherche de revenus maximum, dans laquelle toutes les plateformes sont projetées aujourd'hui, Twitter en particulier, on va essayer de fine-tuner de régler les algorithmes pour créer de l'engagement et du temps passé. Et ça ne veut pas nécessairement dire mieux servir l'utilisateur final, mais ça veut dire essayer de faire en sorte de jouer sur des axes très psychologiques pour que les gens aient envie de revenir sur la plateforme, quitte à ce qu'ils soient plus anxieux, plus inquiets, plus désinformés. Donc ça va très très loin finalement cette migration. Ouais, c'est vrai qu'on peut citer pas mal d'exemples. Hein. Si on prend par exemple LinkedIn, quand je fais un post à titre perso, je vais avoir un reach 3 fois supérieur à minima hein, que si je le faisais à titre pro. Si on prend Instagram, effectivement, je vais avoir une pub tous les 4 ou 5 posts. Sur YouTube, si je laisse l'algo définir à l'infini ce que je veux voir, je vais forcément tomber sur des vidéos complotistes. Donc effectivement, il y a un peu ce dont tu parlais. Et par rapport justement à ce nouvel Internet, là, le Web 3, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pas les freins, mais ce qui va être un capital, c'est vraiment la porte d'entrée qui est le wallet. Donc avec une expérience utilisateur qui est vraiment simplifiée. Et après, effectivement, l'interopérabilité, c'est-à-dire que voilà, le fait que j'ai cette carte de fidélité, je sais pas, avec Panerai, il faut que par exemple Breitling puisse la reconnaître pour pas que les différentes marques soient entre guillemets séparées, mais voilà, que ce soit un ensemble harmonieux entre guillemets. Vous, le wallet d'ailleurs, c'est quoi pour vous parce que vous avez développé votre wallet d'ailleurs, comment vous voyez le wallet dans le futur, quelles innovations et ça va être quoi un peu les clés d'un wallet qui va vraiment pouvoir bénéficier d'une belle adoption? Je pense qu'il faut faire juste une différence entre les standards sur lesquels on construit et puis les interfaces disponibles aujourd'hui et demain. Nous, on construit dans l'univers Ethereum EVM. C'est-à-dire que quand moi je dis on donne un wallet à la personne, je ne parle pas d'une application. Je dis on lui donne une adresse de wallet sur la blockchain. Cette adresse, elle fonctionne sur toutes les chaînes EVM. Elle est nativement interopérable. Elle a une clé publique, une clé privée. À l'intérieur de ce wallet, on va dropper un asset digital. Cet asset digital, il est construit sur le standard de l'ERC 721. Il est donc nativement reconnaissable comme un ERC 721 et on va lui ajouter de la valeur avec le protocole Ariane. Et donc, la base, c'est que si quelqu'un a une adresse, si Breitling donne une adresse de wallet à quelqu'un, il peut connecter cette adresse de wallet sur n'importe quelle decentralized application en utilisant Wallet Connect. Et si à l'intérieur, il y a un ERC 721, il peut être lu par n'importe qui.
Si ce n'est qu'on rajoute, nous, des couches de protection de la vie privée de l'utilisateur qui lui permettent de cacher ses métadatas tant qu'il ne l'a pas décidé. Ce qui nous paraît tout à fait essentiel. Donc ça, c'est le premier truc. Tout ça, c'est nativement interopérable. Ensuite, il y a qu'est-ce que c'est les interfaces et comment on voit l'évolution des interfaces. Là, je laisse Fred. En fait, le débat wallet, custodial, pas custodial, etc., je pense qu'il est... on le place toujours comme le goulet d'étranglement parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut quand même que ces actifs ils soient conservés quelque part. Mais pour moi, la première question, c'est est-ce que les données des utilisateurs et est-ce que la manière dont on construit les systèmes, encore une fois, est centrée sur l'utilisateur lui-même. Après, la manière de conserver les actifs, c'est pas un problème en fait que la plupart des actifs soient conservés par des tiers. Dès lors que je peux les visualiser, dès lors que je peux les récupérer quand je veux, que je peux les migrer quand je veux, et j'ai aucune friction à pouvoir le faire. Bah, si on se met dans le contexte financier, dans le contexte des banques, le problème c'est qu'une fois que tu as mis l'argent dans une banque, c'est une boîte noire. Tu sais pas tu peux pas avoir de traçabilité de ce que ce sont tes actifs. Alors bon, on a envie de leur faire confiance évidemment, mais quelque part, alors en France, on peut certainement leur faire confiance, en tout cas pour les grandes banques. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où c'est pas le cas. Donc ce niveau de transparence et la capacité de pouvoir vérifier si je suis un utilisateur que les actifs que je fais conserver sont bien là, ça c'est quelque chose d'important. Donc ça crée les conditions d'une désintermédiation et d'une indépendance. Pour moi, c'est ça la partie qui est la plus importante. Après, le wallet en lui-même, moi je suis assez partagé parce que aujourd'hui, avoir un wallet sur son téléphone mobile qui permet de signer des preuves, enfin de créer des preuves, donc de signer, de bouger des actifs, de pouvoir faire un peu n'importe quoi sur ses actifs, c'est hyper dangereux. Donc oui, dans certains cas, ça a complètement son sens, mais sur le long terme, si on veut vraiment que l'adoption se fasse à l'échelle, il va falloir différencier les usages. C'est-à-dire que oui, pouvoir créer une preuve que j'ai de l'argent, que j'ai de la valeur, que j'ai des objets, etc., c'est important de pouvoir le faire depuis un téléphone mobile parce que s'il faut à chaque fois prendre un ledger et puis faire des opérations qui sont à partir de hardware, ça va être compliqué. Mais il faut pouvoir différencier ces choses-là. Alors l'abstraction wallet et tous ces concepts et ces normes aujourd'hui qui sont en train de monter en puissance vont permettre justement de pouvoir séparer les choses. Mais tu vois, à partir du moment où tu te dis il y a plusieurs cas d'usage, il y a plusieurs moments d'usage, il y a des contextes qui sont plus ou moins sécurisants, bah finalement le wallet il peut prendre des formes multiples. Nous aujourd'hui le wallet qu'on a développé c'est essentiellement un wallet qui est là pour pouvoir lire des informations qui concerne un produit, donc un NFT qui est rattaché à un produit. C'est un wallet qui permet de créer des preuves d'ownership, mais il n'est pas fait pour... alors on peut transférer évidemment les actifs, mais quelque part il est centré vraiment sur de l'usage immédiat, sur de l'accès et sur de la lecture. Pour moi c'est un peu un navigateur de blockchain, tu vois. C'est-à-dire que c'est mon navigateur de ce que je possède sur des blockchains sur lesquels on travaille sur Ariani. C'est assez logique qu'il y ait des contextes, effectivement Ledger fait très très bien le job, à venir sécuriser la manière dont on transfère les actifs, plus que comment on les manipule pour faire des petites signatures. Et je pense que ça, tu vois, je ne sais pas si ça répond à ta question d'ailleurs, je me suis un peu égaré, mais je pense qu'il ne faut pas voir le wallet comme quelque chose de binaire, et ce n'est pas un problème. Nous, on travaille avec certaines marques qui contrôlent les actifs, qui sont des actifs qui ne sont pas des actifs. D'ailleurs, c'est des NFT qui n'ont pas de valeur quand ils sont séparés d'un produit en question. C'est des NFT d'accès. C'est pas un problème en fait que des marques puissent gérer une partie du système. C'est pas un problème que plus tard on puisse confier ça chacun à sa banque. Pourquoi pas? Moi, je serais beaucoup plus sécurisé. Je serais beaucoup plus rassuré que mes NFT, pour la plupart, soient conservés par ma banque, à condition, encore une fois, que je puisse voir sur l'adresse sur laquelle j'ai confié qu'ils sont toujours là et qu'ils n'ont pas bougé. Mais tu vois, c'est pas, pour moi, la question n'est pas si binaire et elle est beaucoup plus nuancée. Et j'espère que d'ici la fin de l'année, maintenant que les technologies sont prêtes, on va voir des gammes de services et des gammes d'usages et qu'on n'aura plus ces problématiques de ne pas savoir ce qui se passe quand on signe avec un wallet parce que
on a des wallets qui aujourd'hui sont capables de faire tout et n'importe quoi en même temps, avec des signatures qui sont très obscures pour la plupart des utilisateurs. Ouais, non, je voudrais juste rajouter un élément là-dessus, parce que le fait qu'il existe un Ariani Wallet, parfois ça donne une perception qui n'est pas tout à fait juste sur les choses qu'on fait et pourquoi on les fait. Ariani, à la base, c'est un protocole, c'est-à-dire c'est une amélioration de l'ERC721. C'est une série de smart contracts qui sont en open source, documentés, publiés, qui permettent de créer des NFT qui sont adaptés aux cas d'usage sur lesquels on travaille, le lien respectueux entre une marque et un utilisateur final avec un use case, passeport produit, carte de membre. Donc, ces couches en fait qu'on rajoute sur le standard ERC721, elles amènent plein de possibilités. Pouvoir générer une preuve on-chain, pouvoir tracer des événements de manière dynamique de la vie du NFT, de pouvoir les montrer, pouvoir recevoir un message sur le wallet du NFT, pouvoir cacher le contenu du NFT, pouvoir rendre le NFT non transférable. Bref, il y a une série de 10 features qui viennent se mettre par-dessus le standard. Ce qui fait que pour pouvoir profiter de l'ensemble des features, il faut une decentralized application ou une application qui vienne lire tout ça. D'accord ? Et donc, on a créé d'abord l'application Wallet pour permettre aux 200 000 premiers utilisateurs de pouvoir, je dirais, avoir ces fonctionnalités rapidement. Mais maintenant, on met à disposition des composants pour que les marques puissent permettre de lire ces NFT améliorés depuis un wallet qui est dans un compte client. On va lancer dans pas longtemps une app dans Ledger Live. Donc, quand j'aurai envie de mettre mon NFT Ariani dans un wallet sécurisé par un Ledger, j'aurai accès à l'app dans Ledger Live et je pourrai avoir accès à toutes les features. On va mettre à disposition une decentralized application qui est sur browser où je peux connecter n'importe quel wallet, et si j'ai un NFT avec les features Ariani, je vais avoir accès à toutes les fonctionnalités, etc., etc. Et en fait, plus ça va aller, plus il va y avoir de solutions disponibles pour les marques qui dépendront de moins en moins où je dirais l'utilisation ou l'expérience optimale dépendra de moins en moins, voire plus du tout, de la nécessité d'avoir une interface qu'on a créée nous. Ok, hyper intéressant. Et d'ailleurs, ce wallet, est-ce qu'il il peut être intégré en marque blanche par les marques ou c'est prévu? Ouais, il peut en mobile, et on l'a déjà fait pour Yves Saint Laurent Beauté, pour IWC, pour Panerai. Bon, on essaie de limiter au maximum cette idée-là et d'aller le plus possible vers des outils les plus standards. Si ça doit être fait en marque blanche, on pense que les marques devraient plutôt aller vers un login password Web 2, type dans une expérience ressemblant à celle de Nike, dans lequel je me log sur un site. Et là, la wallet est mise à ma disposition et je possède et je dispose des fonctionnalités avancées. Le fait de rajouter une application mobile en white label est quelque chose qu'on a fait, qui est faisable. C'est pas le chemin qu'on recommande aujourd'hui par la suite. Mais c'est vrai que je vois très bien d'où vient ta question. Notre idée n'est pas du tout de dire aux marques vous allez vous désintermédier des plateformes et commencer par demander aux gens de télécharger notre appli. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Notre appli, elle a ce petit côté, elle a cette face pile qui est le fait qu'à l'intérieur, l'utilisateur a son adresse en non-custodial, il détient la clé privée, etc. On n'a aucun accès à ça. Et l'autre face, c'est que c'est une application que c'est nous qui avons développée. Donc, ça peut donner ce sentiment qu'on vient se placer au milieu. C'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est d'équiper les utilisateurs d'une adresse de wallet le plus facilement possible et de leur donner les fonctionnalités avancées des NFT du protocole Ariani. Et donc, pour combler l'absence de choses natives, on a proposé cela au début, mais plus ça va aller, plus soit les utilisateurs utiliseront les outils de leur choix, soit les marques leur fourniront complètement en marque blanche. Et je trouvais ça très intéressant aussi ce que disait Fred sur la partie, voilà, peut-être qu'en fait, il y a plusieurs niveaux de sécurité selon en fait l'usage qu'on fait du wallet. Et c'est vrai que ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie pas crainte, mais c'est vrai qu'il y a une friction en termes d'expérience utilisateur parce que voilà, on demande aux gens, quand ils téléchargent par exemple un MetaMask, de retenir 24 mots.
Ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes, et il peut y avoir aussi cette crainte de, par exemple, vouloir trop cacher aussi la liste de mots, parce que si on la perd, on perd tout, et en même temps, faut pas que je la cache trop, parce que sinon, si je la retrouve même pas moi-même, bon bah c'est foutu. Vous, est-ce que on parlait d'abstraction de wallet aussi, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez pour rendre ce point moins douloureux pour la création de wallet? Ben, bien sûr, et c'est pour ça qu'existe l'application Ariani. Parce que l'application Ariani, quand tu la télécharges, je peux te donner un NFT, je peux te faire scanner un QR code ou cliquer sur un lien, et avec 2 clics, je vais te générer une adresse de wallet dont tu contrôles la clé privée de façon simple et te dropper le NFT dedans. Et donc, c'est l'onboarding le plus avancé, c'est l'onboarding décentralisé non custodial le plus avancé du marché. Il n'en reste pas moins qu'il faut télécharger une app pour ça. Et que ça, on parle de noter 24 mots. Parfois, les marques préfèrent qu'on fasse noter 24 mots aux gens plutôt qu'on leur demande de downloader une app mobile. Je peux comprendre, mais la réalité, c'est que c'est quand même un peu moins difficile. Donc oui, générer des adresses de wallet à la volée et dropper les NFT dedans, c'est une des choses qu'on fait le mieux. Je vous propose peut-être qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on revienne un peu sur la création d'Ariani. Toi, Frédéric, tu avais créé d'autres projets dans la blockchain avant. J'ai interviewé d'ailleurs ton associé Hugo à l'époque de LGO. Comment après vous avez eu l'idée d'Ariani avec Pierre-Nicolas? Ça a été quoi un peu est-ce que vous pouvez expliquer un peu le contexte? Parce que toi, Fred, donc après LGO, tu as créé un autre projet avec Hugo sur la blockchain Tezos, il me semble, un protocole DeFi. Et après, du coup, tu es passé sur Ariani. Ça a été quoi un peu les débuts? Ouais, écoute, moi, ça fait très longtemps que je suis dans cet environnement. Première chose. Et deuxième chose, je fais beaucoup d'investissements. Donc, il y a des choses que je crée et puis il y a des choses que j'accompagne en investissant. Tu vois, je dois avoir 150 lignes aujourd'hui dans plein de domaines depuis une quinzaine d'années. Et il y en a un bon tiers qui sont autour de projets décentralisés, des intermédiaires, Web3. Tu l'appelleras comme tu voudras. Donc, je ne suis pas forcément fondateur, tu vois, de tous les projets sur lesquels je peux apparaître. Et en l'occurrence, pour revenir sur Ariani, ça, c'est un projet auquel j'avais commencé à réfléchir, je crois, en 2016, mais qui n'était pas structuré, qui n'était pas une entreprise à l'époque, ni un projet open source, au moment où j'ai découvert les NFT. Et alors, je pense que les premiers NFT, bon, il y a eu Colorcoin, qu'on pourrait qualifier un petit peu d'une première étape autour de Bitcoin. Mais pour moi, le vrai démarrage, c'est RarePP. Donc, c'était à l'époque sur la blockchain Bitcoin. D'ailleurs, ça me fait rigoler d'entendre souvent que Bitcoin s'est mis à faire des NFT là récemment, alors qu'en réalité, c'était les premières expérimentations, elles ont été faites sur Bitcoin précisément. Et en découvrant ça, donc RarePP, c'est des collections de cartes. Bon, je pense qu'on veut de l'artwork qui est fait dessus, mais c'était des collections qui prenaient la forme de NFT avec tout un marché qui permettait de se les échanger, de se les acheter, etc. Donc c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui sur OpenSea, mais dans une version très, très brute à l'époque. Et en voyant ça, pour moi, ça a été un peu une révélation parce que quand je me suis mis à regarder ces sujets, j'ai commencé évidemment avec Bitcoin, mais moi je suis pas, encore une fois, je suis ingénieur, j'ai pas vu l'intérêt et j'avais pas la culture ni de la monnaie ni de la finance pour visualiser des usages et pour avoir même envie de prendre parti et d'entreprendre dans ce domaine-là autour d'applications financières. Alors que là, quand c'est arrivé, pour moi, l'idée de pouvoir associer du numérique, un morceau numérique à quelque chose d'unique, mais quand tu redéroules le fil de l'Internet, ça aurait, si ça avait existé 10 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu les DRM. Tu vois, il y a plein de sujets autour de la propriété, du piratage, du second marché, etc., qui auraient pu être réglés bien avant. Et en visualisant ça, je me suis dit, voilà, ça c'est la pièce manquante en fait. C'est ce qui va permettre de terminer, de numériser ce qui doit l'être. Parce que pendant longtemps, on n'a pas eu la notion de contrat numérique, n'existait pas.
la notion de propriété numérique n'existe pas. C'est-à-dire que tout est, jusqu'à l'invention des NFT, tu sépares complètement un monde numérique de la notion de propriété et finalement de valeur économique. Donc c'est hyper fort comme innovation, parce que tout à coup, tu fais correspondre deux mondes qui, jusque-là, donc jusqu'à 2016, ne peuvent pas coexister de manière complètement fluide et connectée. Et donc ça vient de là. Alors, je ne vais pas exactement te redire la genèse, mais à partir de là, à partir de cette possibilité, tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, on peut représenter des choses qui sont déjà numériques. Bon, ça, ok. Mais ça, a priori, il va y avoir des milliers de projets qui vont s'intéresser à, d'ailleurs c'est le cas, hein, à représenter avec des NFT de la propriété numérique, de choses qui sont numériques dans un environnement numérique. Mais là où ça a encore plus de valeur, c'est justement de faire le pont avec des choses qui sont physiques, qui ne sont pas connectées par essence, et de leur donner une identité. Et donc quand tu continues tu fais un peu de maïotique et que tu continues à tricoter ou détricoter la pelote, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, tu te dis, ok, donc la propriété des objets, on peut la représenter dans un monde numérique. Ça tombe bien parce que ce monde numérique, c'est le monde qui prend de plus en plus de place dans la vie des gens. Et donc, la propriété des objets, qu'est-ce que ça peut être? Évidemment, les objets qui sont les plus pertinents dans un premier temps, ou le meilleur go-to-market, c'est probablement de s'intéresser à des objets de valeur importante. Ça ne veut pas dire des objets chers, mais ça veut dire des objets qui ont de la valeur pour les individus. Et puis, tu en viens très naturellement à te dire, on va aller discuter avec des marques qui font des objets chers, donc des objets de luxe. Pas forcément en se disant, il faut qu'on travaille uniquement pour ces marques-là, mais plutôt en se disant, on va bien comprendre ce que ces marques-là peuvent avoir envie de faire dans un monde numérique, parce que ce sera la meilleure façon d'activer ce marché. Et puis, un peu plus tard, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, un jour, on fera des aspirateurs et des fours micro-ondes, on sera très content de le faire. Mais c'est comme ça qu'on est parti, et c'est comme ça qu'on a démarré le projet. Après, c'est un projet qui est assez collaboratif, et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. En fait, comme on est sur un sujet de vraie rupture et un vrai sujet deep tech, c'est pas la même chose de monter un projet dans cet environnement-là que de monter la énième plateforme SaaS pour transformer le modèle économique d'un logiciel. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui demande de convaincre beaucoup plus de stakeholders. Et donc, pour moi, Ariani, c'est autant un projet technique qu'un mouvement à activer. Et quand je dis mouvement, c'est il faut embarquer des gens pour construire le projet, il faut embarquer des marques, mais pas les embarquer en leur disant, voilà, tu as besoin de ça, tu as besoin d'un photocopieur, voilà le marché, hop, celui-là, il t'ira mieux parce qu'il est moins cher, il est plus rapide. C'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, il faut embarquer des gens comme toi, tu vois, qui viennent nous interroger. Et donc, c'est un mouvement. Et donc, pourquoi je dis que c'est collaboratif? C'est parce que ça ne peut pas exister s'il n'y a pas, même dans la construction du projet, une idée de partager la gouvernance de ce projet, de partager la valeur. Donc, tout dans Ariani est fait pour que ce soit le plus collaboratif possible. Donc, l'équipe initiale qui a fondé le projet, c'est une équipe qui est assez large. On était 8 finalement quand on regarde les choses, ce qui est assez rare pour des startups. À l'intérieur de ça, on a une partie qui est open source. On a un token, on pourra en parler de notre token. Enfin, tout est fait pour que les gens puissent venir s'agréger petit à petit autour du projet, puissent venir collaborer d'une manière ou d'une autre, et puissent venir prendre de la valeur aussi en cas de réussite. Et ouais, avant de revenir d'ailleurs sur votre token, peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est passé avec votre tout premier client? C'est vraiment l'histoire d'un champion, quoi, hein, au sens américain, une personne qui va être un support fort, qui va beaucoup croire dans ce qu'on fait. Premier client, c'était Vacheron Constantin, donc une marque qui est une des plus grosses réussites et croissances de l'horlogerie aujourd'hui, hein, qui fait partie du groupe Richemont. Et il y avait un patron des opérations, un CEO chez Vacheron Constantin qui s'appelle Guillaume Boileau, qui est maintenant chez TAG Heuer, qui, quand il a vu les possibilités qui étaient proposées par notre technologie, qui à l'époque n'était même pas déployée, hein, c'est-à-dire il a cru à ce qu'on proposait avant même d'avoir vu la première interface. Et on a construit avec lui le premier proof of concept
Et le groupe Richemont s'est engagé dans cette idée d'innovation dans un premier temps. Et là, on parlait d'une toute petite implémentation, hein, quelques montres au début. Les premières montres à l'échelle de Vacheron Constantin sont arrivées assez récemment, finalement, en toute fin d'année dernière. Là, maintenant, toutes les Vacheron Constantin viennent avec un passeport digital. Et juste après ça, c'est Breitling. Et là, Breitling, ça a été très différent parce que la structure de Breitling, c'est beaucoup plus direct en termes de management, de direction. Ça fait pas partie d'un groupe, etc. Et donc là, le CDO, Antonio Carriero, quand il a vu ce qu'on faisait, il a fait un POC en 3 mois et ensuite il est passé à l'échelle tout de suite. Et donc finalement, notre premier, ceux qui ont cru en nous au début, c'est Vacheron Constantin, mais le premier client à l'échelle, avec des centaines de milliers de montres, de wallets créés, de la disponibilité dans tous les channels, tous les pays, c'est Breitling. Ouais, donc beaucoup de marques horlogères. Vous avez d'ailleurs d'autres secteurs d'activité avec lesquels il y a une vraie appétence en dehors de l'horlogerie Oui, alors c'est vrai que l'horlogerie, on a quand même envie de mettre notre empreinte dessus de manière assez significative. Donc, avant de parler, on nous pose souvent cette question, mais quoi d'autre? J'aime bien rappeler, d'abord, faisons déjà bien et allons au bout de ce segment-là. Donc aujourd'hui, on travaille avec Breitling, avec Vacheron Constantin, on travaille avec Panerai, avec IWC, avec March Lab, et puis il y a Audemars Piguet qui est membre de l'association Ariani, donc qui va commencer à voir comment on utilise la technologie. Et puis il y a 2 énormes logos qu'on va rajouter cette année, dont je peux pas parler là, mais qui vont nous amener finalement à 8 des top 20 marques de montres dans le monde, avec des volumes majeurs. Donc ça, c'est déjà pas rien d'arriver à ça. Donc avant de parler du reste, c'est vraiment notre objectif numéro 1 hein, quand même, d'être leader sur ce segment. Okay. Ensuite, objectif numéro 2, c'est d'étendre à toute la zone de la mode et du luxe qui est très premium. Donc, on va aller vers la maroquinerie et le prêt-à-porter luxe ou très, très premium. Donc là, on travaille avec Moncler. Il y a Mugler qui est membre de l'association depuis le début. Donc là, on est là aussi en train de travailler sur de gros déploiements. Il y a la beauté. On travaille avec Yves Saint Laurent Beauté depuis maintenant 1 an sur un play qui mélange loyalty, gift with purchase, digital passport. Il y a vraiment énormément d'expérimentation. Et puis, notre gros sujet en ce moment, c'est Wine and Spirits. On a un super partenariat avec Château Pape Clément. Et puis, d'autres qui sont en cours d'implay et qu'on n'a pas encore annoncé et qui vont arriver bientôt. Voilà, donc tu vois, c'est un petit peu concentrique à partir de la montre. Et puis, on regarde aussi de plus en plus les retailers et les fournisseurs de services. Donc, on travaille un petit peu avec le Crédit Agricole, on travaille avec Casino sur des choses expérimentales, mais dont on espère aussi qu'elles vont devenir à plus grande échelle. Et tu parlais d'associations, c'est-à-dire que, comme souvent, d'ailleurs, pour les fondations blockchain, par exemple, donc il y a Ariani, d'une part, c'est une association, et d'une autre partie, une autre boîte, peut-être à but lucratif. Comment vous êtes organisé Ouais, bah la base de la technologie, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le protocole Ariani, c'est-à-dire un ensemble de smart contracts open source qui upgrade le standard de l'ERC 721. Ce protocole, ce n'est pas une blockchain, il est implémenté, déployé sur plusieurs blockchains EVM en parallèle. Donc, on va être sur Polygon sur Payoneer, sur POA, demain sur des roll-ups. Donc, voilà, on a cette notion de protocole multi-chain. Et toutes ces implémentations, tous ces déploiements sont liés à un token qui est sur le même mainnet, qui est l'ARIA20, qui est le token qui fait fonctionner ce protocole. C'est le token, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le protocole, chaque fois qu'un NFT est émis, le paiement se fait avec ce token. D'accord ? Donc tout ça, toute cette partie-là qui est open source, token base, EVM multi-chain, elle est gérée par une association loi 1901, dans laquelle on partage la gouvernance, nous les fondateurs, avec les utilisateurs. Donc au board de l'association, tu as 4 fondateurs et 4 grandes marques. Le groupe L'Oréal, le groupe Richemont, Breitling et Moncler. Et à l'intérieur de l'association, tu as une 50aine de marques
et de partenaires. Donc ça, c'est vraiment toute la partie open source, gouvernance partagée, avec un protocole qui fonctionne avec ce token, ce qui veut dire que chacun des 1,2 million de NFT mintés l'année dernière, pour les minter, il a fallu utiliser de l'ARIA 20. Chaque message envoyé utilise de l'ARIA 20, chaque horodatage utilise de l'ARIA 20. C'est vraiment la garantie de l'alignement des intérêts pour le futur, puisque plus de 40% des fees de chaque transaction revient à l'association. Et donc, elle garantit finalement à la partie open source et à la gouvernance partagée une indépendance financière. Donc ça, c'est la première jambe, c'est le cœur du projet. La réalité, c'est que pour implémenter ces technologies-là, notre protocole, c'est déjà une petite abstraction de la blockchain, mais c'est pas assez pour une utilisation industrielle. Et donc, les marques et les investisseurs institutionnels nous ont poussé dès début 2020 à créer une société qui développe des outils blockchain as a service, c'est-à-dire des séries d'API et d'interfaces qui permettent d'interagir avec le protocole à très grande échelle, avec toutes les requirements finalement de très grandes entreprises, donc performance, service level, ne pas avoir besoin d'interagir avec des tokens de paiement, de pouvoir acheter des licences, de pouvoir avoir des garanties de fonctionnement, des garanties de performance, des outils qui permettent de garantir la privacy. Donc finalement, on a créé tout un set de logiciels blockchain as a service qu'on distribue en licence et qui permettent d'utiliser le protocole à l'échelle. Donc il y a vraiment ces deux parties, le cœur quand même, qui est l'open source et l'association à gouvernance partagée avec le token, et puis la société for profit qui permet d'utiliser tout ça à l'échelle. Et juste, tu mentionnais le fonctionnement sous forme de fondation, qui est souvent le cas pour, quasiment le cas pour tous les protocoles distribués. Donc on a, fondation, nous on est sous forme d'une association parce que ça nous paraît beaucoup plus pertinent. En réalité, les fondations sont généralement pas faites pour faire de la gouvernance, mais plutôt pour distribuer de l'argent sous une mission. Ce qu'on a fait là, c'est pratiquement personne ne le fait. C'est-à-dire que faire venir les utilisateurs d'un protocole à l'intérieur d'une cellule de gouvernance, en réalité, ça va beaucoup plus loin que juste ouvrir la gouvernance possiblement à des gens qui s'intéressent à un protocole. Ça va beaucoup plus loin parce qu'en fait, c'est beaucoup plus contraignant. Et en même temps, on pense que c'est la bonne manière de travailler parce qu'il y a évidemment ce qu'on pense d'un point de vue technique. Mais ce qui est important, encore une fois, je reviens vraiment sur cette idée d'alignement, il faut aligner les intérêts. Et il y a, je ne donnerai absolument aucun nom au cours de ce podcast, mais si tu veux, il y a beaucoup trop de projets qui se disent décentralisés, distribués dans leur gouvernance au travers d'un token qui en réalité ne donne pas la voix à leurs utilisateurs. Et là, vraiment, on a créé les conditions pour que ce soit le cas et pour que tout soit piloté par les marques parce que c'est elles qui sont les destinataires de toute la technologie qu'on développe. On voit bien que dans les DAO, le taux de participation au vote, aux décisions est très 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 faible. Nous, on considère que juste notre token n'est pas un token de gouvernance, c'est un token de paiement qui permet d'activer les fonctionnalités. Et pour nous, la gouvernance, elle doit se traiter dans un espace peut-être un petit peu plus traditionnel, mais dans lequel le niveau de participation et la réalité du partage des décisions est beaucoup plus fort et beaucoup plus formel. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'association. Peut-être un jour, tout ça évoluera en fonction de la maturité. Mais voilà, on avait notre assemblée générale il y a quelques jours, le 1er juin. Il y avait plus de 50 participants. On a décidé de l'évolution technique et des modalités du protocole. On a valider qui étaient les représentants des membres dans les organes de gouvernance, on a validé les comptes, on a fait des workshops de travail pour définir ensemble les priorités. Bref, tout ça, ça se fait pas dans un token gated channel dans Discord avec un Snapchat, quoi, avec un snapshot. C'est pas possible en fait. Donc c'est un choix. Souvent, je dis que c'est une off-chain DAO, notre association. Mais je pense qu'en réalité, c'est peut-être encore plus que ça, puisque le taux de participation à nos décisions collectives n'a rien à voir avec les taux de vote dans les DAO. C'est simple, tout le monde était là, et les 50 participants, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui représentent de manière officielle
des entreprises et des groupes qui sont des entreprises et des groupes internationaux, leaders pour certains dans leur domaine. Et ce sont des gens qui s'adressent à l'échelle du monde à des milliards de clients. Donc quand on pense passage à l'échelle et scalabilité et comment est-ce qu'on fait pour mettre de la technologie dans les mains de la technologie Web3 dans un maximum de mains d'utilisateurs en fin de compte, ben là on a une partie de la réponse. J'espère qu'on a toute la réponse d'ailleurs, parce que les fameux milliards d'utilisateurs qu'on attend, alors ils vont peut-être pas tous acheter des bitcoins, hein, c'est pas le point, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on a la capacité au travers de ces marques-là, parce qu'on va faire du business avec des très grands comptes, on a cette capacité-là, et dans un temps, dans une perspective qui est relativement maîtrisable, parce que on parle pas de courbes, tu vois, complètement virtuelles, en essayant de se projeter dans des narratifs très 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 bancals. C'est vraiment là, on répond à des besoins, ce sont des besoins industriels, des besoins autour de la gestion de la donnée. Et si on le fait bien, bah effectivement, on aura des dizaines de millions, ce qu'on n'est pas loin d'avoir bientôt, puis des centaines de millions, peut-être des milliards d'utilisateurs plus tard. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez peut-être d'ailleurs expliquer chacun votre rôle au sein d'Ariani aujourd'hui? Donc toi, Fred, de ce que j'ai compris, tu étais chairman, et toi, Pierre-Nicolas, tu es CEO. Est-ce que en quoi consiste votre quotidien dans les grandes lignes? Bah, c'est pour ça qu'on t'encombre à deux aujourd'hui, parce qu'on on a réussi à créer une relation, tu vois, très binôme. Moi, j'avais monté pas mal de boîtes dans la tech. Enfin, pas mal, j'en ai monté 7 en tout. Avant, Ce qui est déjà beaucoup. Voilà, donc 6 avant Ariani. Et je trouve que ce format, en fait, opérationnel, non opérationnel, moi je suis pas opérationnel en fait, hein. C'est-à-dire que même si je discute beaucoup de sujets opérationnels, j'ai pas de fonction opérationnelle, et je trouve que c'est bien d'avoir cette capacité dans une même équipe de prendre un petit peu de recul. En l'occurrence, je vais faire un clin d'œil là à Pierre Chapaz, parce que j'ai été associé avec lui il y a très longtemps, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et lui avait cette fonction. Il avait déjà monté des sociétés qu'il avait sorties avec beaucoup de succès précédemment. Et j'avais trouvé que c'était intéressant d'avoir cette dualité. Donc, d'avoir au moins une personne qui est capable de prendre du recul et de ne pas avoir trop d'affect par rapport à l'opérationnel. Parce que c'est très compliqué, en fait, quand tu es sur des sujets et que tu portes des sujets pendant des mois. C'est quand même très, très compliqué de se dire, bon, bah, on n'est pas dans la bonne direction. On va couper une partie de son travail et on va repartir ailleurs, parce qu'il y a forcément beaucoup d'affect dans ce qui a été créé. Or, une startup, pour qu'elle soit agile et puis qu'elle puisse trouver sa voie de la manière la plus performante possible, il y a des moments où il faut être capable de le faire. Et donc voilà, c'est ce binôme. Enfin, après, je laisse la parole à Pierre-Nicolas, mais moi, je suis donc chairman, ce qui veut dire que je prends des temps un peu plus longs sur des sujets. Je peux me permettre de passer des jours entiers à étudier ce qui se passe sur des sujets. Alors, moi, j'ai un penchant qui est beaucoup plus technique, mais ça m'intéresse de savoir où va ce marché, où vont ces technologies, et de prendre le temps d'aller parler avec des gens à l'extérieur qui construisent des technologies de demain, tant qu'on n'a pas, en fait, quand on est dans le quotidien. Et j'espère que c'est une force pour nous. Enfin, je pense que c'est une force pour nous de pouvoir traiter deux temporalités différentes et deux niveaux différents de réflexion, un très opérationnel et puis un qui consiste à avoir un scan de ce qui se passe sur le marché assez approfondi. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment cette idée de considérer, Fred l'a dit un peu avant, que quand on fait quelque chose de très nouveau, de très innovant, qu'on construit, ça peut pas être un one-man show. Il y a forcément une idée de collaboration qui doit être partout à tous les niveaux de l'entreprise, et donc elle l'est au niveau du leadership. Donc moi je gère la boîte, c'est moi le CEO, je décide, j'organise, je vends, je valide des budgets, voilà, donc j'ai vraiment ce rôle de CEO, mais je l'ai sans la solitude. C'est-à-dire que avec Fred, on se parle tous les jours. On est très différents l'un et l'autre. Moi, j'ai un background business, je suis très extraverti. Fred est très introverti, très ingénieur. Et comme on se connaît très très bien et qu'on se fait énormément confiance, moi, je sais que je peux m'appuyer sur lui. Je sais que je peux aller chercher de l'avis sur n'importe quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais ce truc de se dire, tiens, ça, je vais pas le challenger parce que peut-être je veux pas avoir l'air d'eux. Ça n'existe pas. Donc, je peux mettre tout sur la table. Donc, c'est
c'est un truc dingue. Je veux dire, tout dirigeant devrait avoir ça en réalité, parce que il y a beaucoup trop de solitude, en fait, beaucoup trop de décisions à prendre en permanence, de choses à analyser. Moi, je sais que je peux m'appuyer sur Fred pour toujours donner un temps d'avance, pour toujours mettre de la relativité, pour apporter un regard différent sur les choses, pour aller creuser, voir des choses que peut-être j'ai pas vues, et challenger absolument tout. On peut discuter d'absolument tout. Donc c'est vraiment un setup pour moi qui est idéal, qui se base quand même beaucoup sur une très grande confiance. Il faut vraiment, nous, on se fait énormément confiance, on se connaît très bien, on est très proche dans la vie, etc. Donc c'est pas cadeau, hein. Et je pense que ça transparaît aussi sur l'entreprise, parce que ça montre en fait qu'il n'y a pas d'ego trip, qu'il n'y a pas de trucs de mégalomanie à aucun endroit, qu'il y a de la collaboration en fait et de l'acceptation de la différence à tous les niveaux de la boîte. C'est voilà, on va voir, hein, si on arrive à faire un très grand succès de cette boîte, on pourra dire qu'on avait un joli playbook sur cette collaboration CEO Chairman. En principe, c'est comme ça, hein, qu'une boîte devrait fonctionner. Hein. Et je pense qu'on apporte ce fonctionnement-là et la structure qu'on a donnée à Ariani de ce qu'on a vu aux États-Unis. Parce que moi, ce que je retiens d'un passage, hein, on a passé, Pierre-Nicolas a passé 10 ans, moi j'ai passé 7 ans et demi. Ce que je retiens de ce passage, en fait, c'est surtout le savoir-faire dans la construction des organisations dans une idée d'hypercroissance. Parce que là, il y a vraiment un savoir-faire. Pour le reste, honnêtement, je pense qu'on n'a pas à rougir en France. Mais sur ce point-là, il y a vraiment un savoir-faire. Et dans les organisations, dans la manière de séparer les rôles, de séparer la gouvernance, de préparer, il y a vraiment cette idée-là. Et la notion de chairman et la notion de CEO, en fait, c'est des choses qui sont très, très codifiées, très travaillées. Et il y a un vrai savoir-faire, hein, sur ces sujets-là qui est assez peu exploité aujourd'hui en Europe et en France en particulier. Ça vient, hein, mais c'est des choses qui sont un peu plus méconnues. Mais c'est comme ça la bonne constitution d'un board, le fait de faire venir des gens qui sont extérieurs, le fait de séparer correctement ces rôles-là, et puis en interne d'avoir une organisation qui permette précisément de se challenger et en même temps d'avoir suffisamment d'agilité. Un CEO, il est là pour trancher en permanence, hein. C'est lui qui a la manœuvre. Mais toute cette structure-là, en fait, c'est une structure qui est assez naturelle, qui n'est pas assez vue en startup, mais qui est le bon fonctionnement normal, naturel d'une boîte arrivée à maturité. Oui, d'autant qu'on oublie quand même 2 éléments hyper importants dans le rôle de chairman. La relation, en fait, la gestion du board. C'est-à-dire, moi, je suis protégé, en fait, de la gestion directe du board. Les administrateurs, Fred va gérer avant, va discuter avec eux, avoir des discussions stratégiques, etc. Donc moi, j'ai un sas en fait entre moi et le board qui me permet d'être beaucoup plus serein au quotidien. Et il y a toute la partie institutionnelle. Fred il est chairman du comité NFT de l'ADAN, il est à Bruxelles en permanence pour interagir avec le régulateur sur les différents sujets qui sont les nôtres. C'est des temps, c'est une nécessité de se projeter et d'avoir du recul très différente. Et en fait, c'est une valeur ajoutée absolument clé. Donc il y a aussi quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas d'opérationnalité au sens de la gestion de la boîte, mais il y a une forme d'opérationnalité au sens de la gestion de l'extérieur. En fait. Ouais, voilà. Parce que il passe pas sa journée à écouter des podcasts et lire des trucs, quoi. Il bosse vraiment quand même. Et je trouve ça génial, hein, comme organisation. Et c'est vrai que je trouve que c'est une organisation qui est encore très méconnue en France, hein, dans les startups, effectivement, comme vous le disiez, mais qui mériterait vraiment d'être approfondie. Avant de conclure, d'ailleurs, une petite question. Comment vous avez eu l'idée de... Enfin, c'est vraiment votre passage aux États-Unis qui vous a inspiré sur ce modèle de fonctionnement, ou ça c'est venu naturellement Je sais pas, Fred, il dit que c'est venu naturellement. Le jour où je lui ai dit, est-ce que tu veux que... Au début, j'étais advisor, au tout début d'Ariani. Est-ce que tu veux que je passe un peu plus de temps? Il m'a répondu tout de suite, si t'es dispo, t'es CEO, voilà combien de parts tu vas avoir, je te donne, voilà les clés. Il continue à maintenir qu'il n'avait pas du tout prémédité ça, mais enfin, c'était très spontané quand même. On se connaissait bien, donc c'est un cas qui est assez particulier. Après, c'est aussi des questions personnelles, hein. Moi, faire du management, j'en ai fait. Et avoir le rôle de CEO, je l'ai eu. Et c'est pas là où, aujourd'hui, dans ma vie, je m'éclaterais le plus.
Donc, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et puis le rôle de CEO, il est un peu usant entre nous. Donc, l'avoir pratiqué pendant un petit moment, pendant de nombreuses années d'ailleurs, c'est bien. Mais là, tu vois, à titre personnel, je suis content aussi de pouvoir évoluer vers un autre format de travail. Ok. Alors que moi, à l'inverse, je pense qu'il n'y a que ça que je sais faire, donc je pense qu'il va falloir que je vive avec l'usure pendant encore longtemps, parce que non seulement ça m'éclate, mais vraiment, je pense que c'est là où je suis le plus à l'aise. Donc voilà, tout ça match super bien, quoi. Ouais, c'est génial, vous êtes vraiment complémentaires. Je vous propose de conclure, messieurs. Peut-être m'en dire un peu plus sur les prochaines actualités d'Ariani, s'il y en a. Dans un monde de marque et de luxe, les prochaines actualités, Ouais. assez peu la main. J'ai fait un peu de teasing tout à l'heure quand même, hein, quand C'est j'ai vrai. parlé de mes cercles concentriques. Bon, ce que je peux dire, c'est que à EthCC, qui est la plus grande conférence de développeurs au monde sur l'ensemble de la blockchain Ethereum et des blockchains Ethereum, donc qui est à Paris, hein, quand même, il faut le dire, tous les mois de juillet. Je ne sais pas si les gens réalisent bien que la plus grande conférence de développeurs Ethereum s'organise tous les ans à Paris, organisée d'ailleurs par Ethereum France avec énormément de talent et de persévérance, et on les remercie. Et donc à EthCC, on va présenter la version 2 du protocole Ariani, avec tout un tas d'innovations à la fois technologiques dans ses fonctionnalités, dans ses tokenomics, mais aussi dans sa documentation, sa facilité de prise en main. Et pour nous, c'est un peu le démarrage d'une nouvelle phase dans laquelle on va beaucoup plus s'orienter vers l'écosystème de développeurs, avec l'ambition de leur montrer qu'on a développé une des couches les plus utilisées aujourd'hui par le plus de grandes marques sur des cas, je dirais, les plus compréhensibles par l'ensemble des gens en dehors de l'écosystème, et finalement qu'ils ont une opportunité incroyable de pouvoir très vite construire des choses qui vont toucher très largement des publics sur des cas d'usage très concrets. Donc voilà, ça c'est la prochaine vraiment grosse actualité. EthCC en juillet à Paris avec l'annonce du protocole V2. Magnifique. On a pris un pari il y a très longtemps. On s'est dit, en fait, on va être besogneux, on va travailler, on va construire des choses en espérant qu'elles fonctionnent et qu'on arrive à les vendre et à trouver des gens pour travailler dessus. À un moment où la plupart des projets étaient des projets cool, basés beaucoup sur la communication et sur le marketing, pas tous, hein, heureusement. Et on a pris ce pari de se dire, bon, voilà, on préfère construire des choses et puis on communiquera après sur ce qu'on a fait une fois que ce sera fait. Ce qui n'était pas vraiment la culture de la crypto, hein, jusque presque là. J'ai envie de penser qu'on a pris le bon pari, et donc là, on est dans une étape un peu de transformation pour nous, où cette fois-ci, il faut qu'on sorte de notre environnement, qui est un environnement qui est purement B2B, et qu'on aille justement vers l'écosystème, en présentant ce qu'on a fait, et en expliquant que probablement ce que les marques déploient en ce moment, et vont déployer de plus en plus en termes d'actifs numériques, c'est la base pour tout un écosystème. Parce que non seulement il y a des cas d'usage qui sont hyper intéressants, mais en plus de ça, et surtout, c'est en lien avec des vrais utilisateurs. Et donc voilà, c'est pour nous l'étape là qu'on est en train de vivre, c'est ça. Donc on est en train de se préparer pour ça. Effectivement, cet été est normalement le moment pivot pour cette opération. Ça marche. Et une toute dernière question, ce serait quoi le conseil que vous donneriez aujourd'hui à des entrepreneurs qui veulent lancer un projet blockchain? Moi, je dirais que la notion d'utilité dont on entend beaucoup parler comme une forme de justification a posteriori de choses qu'on a faites sans trop savoir pourquoi, elle doit être centrale. Quel est le problème qu'on résout? Quel est le problème business qu'on résout? Comment est-ce qu'on développe un produit qui permet de résoudre ce problème business maintenant? Et donc, je dirais de se focaliser sur l'utilité native de ce qu'on fait, plutôt que de créer des choses qui nécessitent, pour être utiles, des couches d'utilité un petit peu artificielles. Super conseil.
Pierre-Nicolas, Fred, merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant. Ça aurait pu durer des heures, mais bon, on va s'en tenir là. Merci à toi de ton accueil. Merci Gary. Merci à vous. Merci. C'est très cool.